Alors bonjour à tous, je vous remercie déjà de m'avoir décerné ce prix pour cette année. Donc, je m'appelle Jules Mestret, je suis donc doctorant en troisième année au DEFI, unité capteur et micro-nanotechnologie, ici à l'ONERA Châtillon. Alors je travaille sur une thèse qui est cofinancée entre l'ONERA et le CNES, sous la direction de Philippe Molinier de Centrale Supélec. Je travaille sous l'encadrement de Pierre Lavenu côté ONERA et Carla Costa côté CNES. Et donc je travaille sur le développement d'un capteur de champ électrostatique à base de transistors à effet de champ en graphène. C'est donc ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors je m'intéresse à un capteur qui puisse répondre à tout un tas d'applications dans le domaine aéronautique, spatial ou défense. Donc tout d'abord, on souhaite mesurer le champ électrique de l'environnement, que ce soit à l'aide d'un réseau de capteurs au sol pour venir faire une anticipation du risque orageux, ou en vol pour une anticipation du risque foudre. On a d'autre part la possibilité de mesurer le champ rayonné par un objet, notamment l'objet qui porte le capteur, dans le but de remonter à la charge électrique qu'il accumule. Et donc ça permet notamment de caractériser des phénomènes à risque, comme les décharges électrostatiques qui peuvent intervenir sur les électroniques, des missiles ou des satellites, par exemple. Alors si on se penche du côté des capteurs qui existent dans l'état de l'art, en fait on se rend compte qu'ils ne permettent pas de répondre à ces besoins. Alors je m'explique, du côté des capteurs de champ traditionnels, on a les moulins à champ qui sont extrêmement encombrants et donc très peu embarquables sur les aéronefs. Ensuite, on a les capteurs de champ miniatures qu'on peut décliner sous 3 familles. Alors, on peut placer l'ensemble de ces capteurs dans un graphique, limite de détection en fonction de l'étendue de mesure du capteur. Et on voit que la zone qui nous intéresse pour les applications que j'ai citées est laissée vacante. Alors en 2017, il y a eu un nouveau concept de capteur qui a émergé, qui pourrait potentiellement répondre à ces besoins. Et donc c'est un capteur qui se base sur un transistor à effet de champ en graphène. Donc le graphène, c'est un matériau qu'on dit 2D, c'est-à-dire un matériau cristallin épais d'un atome. Et dans le cas du graphène, il est composé d'atomes de carbone disposés en nid d'abeille, comme on peut le voir ici. Donc on peut en faire un transistor en le plaçant sur un substrat successivement isolant puis conducteur. En général, on utilise donc un wafer de SiO2 Si. Et donc il y a 2 études principales qui se sont penchées sur ce type de capteur. Alors dans les 2 études, les auteurs recensent une variation de la conductivité du canal en graphène sous l'application d'un champ électrique. Alors néanmoins, il n'y a pas de positionnement clair des performances de ce nouveau type de capteur par rapport à ce qu'il se fait dans l'état de l'art. Même s'il est mention d'une limite de détection de l'ordre de 300 volts par mètre, ce qui nous placerait à peu près ici. Et ensuite, chacune des 2 études propose un mécanisme de détection, mais celui-ci reste débattu. Notamment dans l'un des articles, il est mention que lorsque la grille en silicium est connectée à la masse, ils observent expérimentalement une disparition de la réponse. Et ça, c'est purement incompatible avec le mécanisme qu'ils proposent. Donc j'ai commencé par me pencher un petit peu sur trouver quel était le vrai mécanisme de détection, pour ensuite proposer une projection des performances. Donc pour trouver le mécanisme de détection, je suis parti d'une mesure relativement simple, où j'ai donc repris la structure classique qu'on retrouve dans l'état de l'art. Donc j'ai pu fabriquer des dispositifs ici à Châtillon, et je les ai placés dans un champ électrique, à proximité d'un plan de masse, comme référence des potentiels. Donc je mesure la conductivité du canal en graphène en fonction de l'intensité du champ électrique, et on voit qu'on arrive à retrouver une dépendance de cette conductivité en fonction de l'intensité du champ. Alors néanmoins, si on se place dans 2 configurations différentes, en faisant varier notamment cette hauteur h, sans influer sur l'intensité du champ électrique, on voit que la réponse du capteur n'est pas la même. Et ça, c'est purement et simplement incompatible avec ce qui est proposé dans les modèles de la littérature, qui, eux, ne prennent en compte que l'intensité du champ, et non pas sur la configuration du système. Et donc ça permet de voir qu'il est nécessaire de développer un nouveau mécanisme de détection. Et le fait que ça dépende de la hauteur h, c'est notamment un indice qu'il y a non pas un effet direct du champ, mais plutôt un effet du potentiel de la grille. Donc c'est comme ça que je suis arrivé à proposer un mécanisme de détection qui se base sur 2 effets, l'effet de transistor et les lois de l'électrostatique. Donc on a d'une part l'effet transistor du graphène. Donc comme tout transistor, il y a une variation de la conductivité du canal lorsqu'on applique une tension sur la grille. Dans le cas du graphène, on obtient une courbe en V. Cette courbe en V, à savoir qu'en pratique, elle est décalée vers la droite à cause de ce qu'on appelle le dopage du graphène, qui est une densité de porteurs de charge résiduelle dans le graphène liée à son interaction avec son environnement, donc le substrat, l'atmosphère.
Et ça, c'est quelque chose sur lequel je reviendrai plus tard. Ensuite, on a donc les lois de l'électrostatique qui, par exemple, nous donnent le potentiel ou la charge d'un élément en fonction de la configuration du système complet. Et à partir de ces éléments, on voit qu'on arrive à comprendre les effets observés. Donc avec les lois de l'électrostatique, donc dans notre dispositif, donc on a remarqué qu'on a une grille qui est en potentiel flottant. Donc le potentiel que va adopter la grille va dépendre directement de l'intensité du champ et de la configuration de notre capteur, y compris de la hauteur H. Et ensuite, l'effet transistor va nous faire varier la conductivité du canal en graphène. Alors ce mécanisme, il permet donc d'expliquer la dépendance en la hauteur H, mais également le fait que lorsqu'on connecte la grille en silicium à la masse, eh bien, on vient imposer un potentiel et donc on va faire disparaître toute réponse du capteur au champ. Alors ce mécanisme a pu être validé expérimentalement de façon qualitative et quantitative, et ça a fait l'objet d'une communication en 2024 au Japon. Donc je ne vais pas revenir sur cette validation, moi je vais plutôt vous proposer, vous montrer ce qu'on peut en faire, notamment une fois que le mécanisme a été démontré, on peut proposer une modélisation analytique complète, et notamment pour voir l'influence des différents paramètres du système sur les performances du capteur. Donc je veux pas que vous regardiez les détails de ces équations, Ici je vous montre deux exemples, la sensibilité du capteur et la densité spectrale de bruit qu'on peut calculer en fonction des paramètres. Et ici, ce qu'on peut remarquer, c'est que ces grandeurs dépendent de plusieurs familles de paramètres. On a d'une part la famille des paramètres géométriques, où on retrouve notamment la distance h dont je parlais. On retrouve également la dimension du substrat qui rentre en compte dans la sensibilité et les dimensions de la bande de graphène. On retrouve également la famille des paramètres matériaux, notamment du graphène, où on retrouve le dopage dont je vous ai parlé, et la mobilité électronique des porteurs de charge dans le graphène. Donc à noter que si on veut maximiser la sensibilité, on va chercher à minimiser le dopage et la mobilité du graphène, puisque ces deux grandeurs se retrouvent au dénominateur. Alors ensuite, on peut regarder du côté de la densité spectrale de bruit, et notamment le premier terme qui correspond au bruit du graphène, qui est en 1 sur F, et qui dépend également comme l'inverse de l'air du graphène. Et donc ça, c'est une originalité aussi de cette étude, c'est que contrairement à ce qui se fait habituellement avec le graphène, c'est qu'on va avoir des dispositifs légèrement plus grands que ce qui se fait habituellement. Alors une fois que cette modélisation a pu être réalisée, on peut en déduire donc des performances, et notamment la limite de détection et l'étendue de mesure du capteur, dont je parlais au début de présentation. Alors, ce que j'ai réalisé, c'est que j'ai fixé certains paramètres et je suis venu optimiser le système en jouant notamment sur le dopage du graphène et la géométrie de la bande. Et j'obtiens une courbe ici. Donc, pour chaque point de cette courbe, on a en fait une configuration différente du système et en particulier une hauteur h qui varie. Donc en faisant ça, on arrive à balayer notre graphe et on atteint la cible qu'on s'est donnée initialement. Alors, quelque chose que je n'ai pas encore dit, c'est que pour atteindre ces performances, il est nécessaire de mettre en œuvre une innovation qu'on a brevetée l'année dernière et qui consiste donc à hybrider le capteur simple avec le transistor en graphène, GFET, avec un système vibrant de type MEMS. Alors ça, j'y reviendrai tout à l'heure pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Dans un premier temps, j'ai voulu voir, en imitant l'effet de cette innovation, quelle performance je pouvais obtenir avec des capteurs non optimisés que j'ai montrés en début de présentation. Alors ça me donne les points qui sont en rouge ici dans ce graphe. Et donc on voit qu'on gagne déjà 1 à 2 heures de grandeur sur la limite de détection par rapport aux autres technologies. Et également, donc on se rapproche de la cible qu'on s'est fixée. Alors il n'y a pas que la limite de détection et l'étendue de mesure à optimiser, il y a d'autres quantités du capteur à optimiser, notamment la stabilité, la sensibilité, etc. Et donc pour optimiser toutes ces quantités, on a identifié 5 briques technologiques à développer, dont 3 ont été brevetées. Donc on retrouve cette hybridation du transistor avec le MEMS. On a développé une méthode de mesure particulière, et également on peut jouer sur la géométrie, sur le design du substrat, et également réaliser ce qu'on appelle une hétérostructuration du transistor. Alors, donc, moi, dans ma thèse, la majeure partie du temps, je me suis concentré donc, sur 2 aspects, sur cette hétérostructuration et sur l'hybridation du transistor avec le MEMS. Et c'est donc les 2 parties que je vais vous présenter aujourd'hui.
Alors pour l'hétérostructuration, hein, qu'est-ce que c'est? Je n'ai pas présenté. Donc c'est le fait d'encapsuler le graphène entre deux couches de diélectrique, en l'occurrence de l'alumine, dans le but de maîtriser l'environnement du graphène et notamment maîtriser son dopage, sa stabilité, son niveau de bruit. Mais pour réaliser ce type de dispositif, il est nécessaire de développer un procédé de fabrication en salle blanche. Donc pour faire ça, hein, je suis parti d'un procédé de fabrication préexistant et maîtrisé ici à l'ONERA à Châtillon, qui consiste globalement en 3 étapes. Le transfert du graphène, le modelage du graphène en bande, puis le dépôt des électrodes. Alors à partir de ce procédé, j'ai pu adapter ce procédé de fabrication à un autre procédé pour obtenir dans l'état final notre graphène encapsulé. Alors globalement, ça consiste à rajouter une étape de dépôt d'alumine au début et à l'issue de la fabrication, avec une gravure chimique au niveau des électrodes pour récupérer le contact électrique. Alors ça paraît simple, hein, mais il faut bien savoir que développer un procédé de fabrication, c'est extrêmement compliqué, et notamment, hein, on manipule un matériau qui est épais d'un atome, donc assez fragile. Et à savoir également que le procédé de fabrication préexistant n'est pas compatible avec la présence d'alumine. Donc ça a nécessité plusieurs mois de développement de procédés de fabrication en salle blanche que j'ai réalisé en partenariat avec le laboratoire de physique de l'ENS. Bon, je suis quand même parvenu à un procédé de fabrication reproductible et avec un bon rendement de l'ordre de 90% des dispositifs fonctionnels sur chaque échantillon à l'issue de la fabrication. Alors une fois qu'on a réalisé ces dispositifs, on va pouvoir caractériser notamment le graphène dans ces dispositifs. Et ce qui nous intéresse donc, c'est de venir mesurer, quantifier les paramètres du graphène qui jouent sur les performances. Donc on retrouve notamment le dopage, qui, je le rappelle, hein, on souhaite diminuer ce dopage pour maximiser la sensibilité du capteur. Alors on peut réaliser une étude comparative des différentes structures, donc le graphène, donc le cas initial, hein, le graphène sur le substrat SiO2, le cas intermédiaire, graphène sur alumine, et le cas final, graphène encapsulé dans l'alumine. Et on voit qu'on arrive à diminuer quasiment de moitié le dopage du graphène grâce à la présence d'alumine. Donc ça va tout à fait dans le bon sens. Ensuite, on peut regarder le bruit du graphène dans ses différentes structures également, comme je le montre ici. Donc ici, ce que je trace, c'est le paramètre K qui me permet de quantifier le bruit du graphène qui est en 1 sur F et 1 sur l'air du graphène. Donc on voit qu'on dégrade très légèrement le bruit du graphène dans l'alumine. Néanmoins, si on se compare à l'état de l'art, et notamment au graphène CVD qui est ici, et qui est le type de graphène que j'utilise dans mes capteurs, on voit qu'on est tout à fait au niveau de ce qui se fait dans l'état de l'art, voire on est légèrement meilleur. Donc ça nous valide, c'est un indice encore pour nous valider une fois de plus notre procédé de fabrication. Le dernier point, c'est la mobilité du graphène dans ces dispositifs. Alors on arrive à conclure que la mobilité est similaire dans le graphène encapsulé et le graphène directement posé sur le substrat. Alors quelque chose d'assez difficile, hein, c'est d'évaluer cette mobilité dans ce type de capteur, puisque lorsqu'on réalise la caractérisation du transistor, on observe une hystérésis. Et cette hystérésis, c'est un signe de piège de charge entre le graphène et l'alumine, et qui peuvent potentiellement nous poser des problèmes pour la stabilité du capteur. Néanmoins, on a réussi à identifier une gamme de fréquences de l'ordre du kilohertz dans laquelle on peut limiter l'impact de ces pièges sur la mesure finale du capteur. Donc quelques perspectives déjà, hein, c'est qu'on voit qu'il y a peut-être un petit peu de travail encore à réaliser du côté du procédé de fabrication, à optimiser. Et pourquoi pas envisager de remplacer l'alumine par un autre diélectrique, comme par exemple un autre matériau 2D, le nitrure de bore, sur lequel il y a des recherches ici à l'ONERA sur la synthèse du nitrure de bore. Donc c'est quelque chose qu'on peut également envisager. Alors je vais terminer avec une présentation donc, de ce concept hybride transistor système vibrant. Le but c'est donc d'améliorer la résolution de notre capteur. Alors pourquoi on arrive à améliorer la résolution? Pour le comprendre, on va repartir du cas simple où on a un transistor à proximité d'un plan de masse. Ici, je vous montre un schéma de la mesure qu'on réalise, donc de la conductivité de la bande de graphène, en fonction du temps, lorsqu'on vient allumer le champ électrique. Donc on observe un saut de conductivité qu'on arrive à expliquer, et ce saut il est directement relié donc, à l'intensité du champ. En revanche, si on mesure ce saut, eh bien, la mesure va être extrêmement bruitée, puisqu'on va intégrer le bruit sur toute la bande spectrale du capteur, et donc ça nous limite très fortement à la résolution. Alors l'innovation qu'on a développée, qu'on a brevetée, c'est donc la suivante. On vient moduler
la distance entre le plan de masse, qui devient une membrane métallisée oscillante. Donc on module la distance donc, entre cette membrane et le dispositif. Et ça a pour effet de venir moduler le potentiel de notre grille et donc de moduler la réponse de notre capteur, comme on peut le voir ici. Alors là, la mesure est toujours extrêmement bruitée. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est réaliser ce qu'on appelle une détection synchrone, dans le but de retrouver l'amplitude de ce signal, qui dépend également de l'intensité du champ. Et donc en réalisant une détection synchrone à la fréquence de vibration de la membrane, avec une bande passante réduite autour de cette fréquence, eh bien, on arrive à une mesure du champ qui a une résolution extrêmement bonne et nettement améliorée par rapport au cas initial. Donc ça, c'est pour le principe. Donc ensuite, là, je vais vous montrer un travail qui est toujours en cours sur cette planche. C'est donc le développement d'un démonstrateur de cette méthode. Donc j'ai réalisé un boîtier d'intégration complet que vous pouvez voir ici avec un haut-parleur commercial qu'on a identifié pour différents aspects. Alors à droite, je vous montre une quantification, alors pas encore malheureusement d'une mesure sous champ, mais plutôt une caractérisation de notre système, et notamment l'amplitude de vibration de la membrane, qui est un paramètre important. Alors ça, on peut le réaliser par vibrométrie laser. Et donc on obtient cette courbe qui nous permet d'atteindre, on voit qu'on arrive à atteindre des amplitudes de vibration de l'ordre de 8 micromètres. Néanmoins, ce n'est pas vraiment l'amplitude de vibration qui nous intéresse, c'est plutôt le rapport entre l'amplitude et le bruit de notre capteur, qui est dominé par un bruit en 1 sur f. Donc on peut obtenir une figure de mérite en divisant cette amplitude par le bruit en 1 sur f. Et donc ça nous donne une figure de mérite à maximiser. Et donc on a réussi à identifier une gamme de fréquences relativement large dans laquelle on pourrait travailler, donc autour de 3 kHz. Donc à noter ici, je pense que vous l'avez vu, on a un pic. Alors ce pic correspond à la fréquence de résonance du haut-parleur qu'on utilise. Et on pourrait très bien imaginer travailler également au niveau d'une vingtaine de kHz, au niveau de cette fréquence de résonance. En revanche, c'est quelque chose donc, qui n'est pas encore très clair, mais travailler de ce côté-là, ça pourrait également causer des problèmes de stabilité de notre capteur. Et donc, voilà, ce n'est pas encore fixé. Voilà, donc tous les éléments sont en place pour réaliser la mesure, et donc ça, c'est un travail qui est encore en cours. Alors pour conclure, donc j'ai travaillé sur un nouveau concept de capteur de champ électrostatique qui combine un transistor à effet de champ graphène et un système vibrant de type MEMS. Perspective de performance est extrêmement prometteuse, notamment en termes de rapport résolution étendue de mesure. La procédure s'est faite en 4 points. Donc là, le premier, ça a été d'identifier le mécanisme de détection, de le valider et de proposer une modélisation analytique complète de système. À partir de là, on a identifié les limites du capteur simple pour proposer des solutions innovantes. J'ai passé pas mal de temps également du côté du procédé de fabrication, notamment de cette hétérostructure à l'alumine, et réalisé tout un tas de caractérisations élémentaires sur les différentes structures. Le dernier point, c'est un travail qui est encore en cours en collaboration avec une stagiaire qui nous a rejoint en mars. Et donc ça consiste à réaliser ce démonstrateur de prototype transistor MEMS. Alors je termine par vous montrer un petit peu les communications qui ont été réalisées dans le cadre de cette thèse. Et on retrouve notamment donc, les trois brevets dont j'ai parlé pendant la présentation. Je vous remercie de votre attention et j'attends vos questions.